À la base, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Chine, donc j'ai farfouillé, comme tout bon militant fait, pour essayer de construire une espèce de petite exposé sur quelle est la situation globale de la Chine, puis ensuite, à l'intérieur de ça, un focus sur le ferroviaire. D'abord, c'est important de dire, ça a été dit dans les débats précédents, mais le développement d'un pays s'appuie sur le développement de son agriculture, le développement de son industrie, de son secteur du bâtiment, donc sur un accroissement très important des besoins en énergie et en solutions de transport. Et évidemment, ces éléments-là, c'est les principales activités humaines qui sont sources de gaz à effet de serre, donc de pollution, et d'ailleurs pas que pour l'atmosphère, pour l'activité humaine, enfin y compris pour les sols, etc. Alors, défendre le développement des pays en voie de développement, c'est affronter cette contradiction, que je résume comme ça, bon pour l'homme, mauvais pour la planète. Et c'est un peu comme ça qu'on nous le présente d'ailleurs dans les médias en disant mais s'ils continuent de se développer, ils vont nous étouffer. C'est un peu la façon de présenter les choses. La Chine, elle essaye d'affronter cette contradiction en disant ben nous, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, nous on aspire à un développement, à une amélioration de la qualité de vie de nos citoyens et en même temps, on ne veut pas être mauvais pour la planète. Alors, la Chine, c'est un pays en voie de développement, qui reste en voie de développement, qui a énormément progressé au point de devenir la deuxième économie mondiale. Pour donner quelques chiffres, le PIB de la Chine, c'est 12 000 milliards de dollars, derrière les USA qui sont à 19 000 milliards de dollars, la France 2500, mais elle n'a pas encore atteint son plein développement, puisque si on rapporte ça au nombre d'habitants, on a un PIB par habitant de 9 000 dollars, contre 59 000 aux États-Unis et 38 500 en France. On voit bien quand même l'écart encore important. Alors bien sûr, je pars du principe que le PIB est un élément de comparaison, c'est un mauvais élément de comparaison, mais ça donne un peu les échelles. Donc théoriquement, si on se base sur ces éléments-là, il faudrait multiplier par 4 ou par 6 les revenus par habitant pour atteindre les standards des pays riches. Or, la Chine, elle est aussi, dans son développement, devenue le premier émetteur de CO2, par exemple. J'ai travaillé sur le CO2 parce que, voilà. Premier émetteur de CO2 du monde, c'est 9 900 millions de tonnes de CO2 émises. C'est à peu près 30% des émissions de la planète. Alors, évidemment, multiplier par 4 ou par 6 ces émissions-là, c'est absolument pas soutenable. Ni pour la planète, ni même pour eux, en termes de vie locale et d'environnement local. Donc elle doit à la fois affronter la poursuite de l'industrialisation, avec tout ce que ça nécessite comme mobilisation politique, mobilisation économique, technique, etc. L'exode rural, puisqu'il y a de plus en plus de Chinois qui habitent en ville. On est aujourd'hui à 51% de Chinois qui habitent dans les villes. C'était 20% il y a 30 ans. Donc, eh ben, il faut construire les villes, il faut accueillir tout ça. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Il y a une transition démographique à affronter et en même temps, elle doit affronter donc la transition écologique parce qu'il n'est pas question d'attendre que le plein développement économique soit arrivé comme nous, l'économie européenne, pour dire bon, bah, maintenant qu'on a bien pourri tout l'environnement, on va pouvoir réfléchir à comment on produit plus proprement. Eux, ils sont dans la contrainte d'être obligés de tout faire en même temps. Alors, moi j'ai trouvé deux domaines principaux d'intervention des Chinois. Il y en a plein, hein, parce que, mais bon, en même temps, étudier la Chine, ça ne peut pas se faire en 15 jours et se développer en 1 heure. Hein. Il faudrait des heures et des heures, il y aurait besoin de travaux scientifiques, il y aurait besoin de beaucoup de choses que je ne suis pas capable de faire. En tout cas, moi j'ai trouvé deux domaines d'intervention stratégique de la Chine vraiment importants. Le premier, c'est l'énergie. Aujourd'hui, le gros problème de la Chine, c'est que son énergie est fournie à 75% par le charbon, que c'est donc une énergie très polluante, et que le développement industriel fait que non seulement, enfin, tout ce qu'elle construit comme nouvel outil de production d'énergie est absorbé par les nouveaux besoins en énergie. Donc, à la fois, il faut produire plus d'énergie pour alimenter le développement économique et le développement social, et en même temps, il faudrait arriver à produire d'autres formes d'énergie, enfin passer par d'autres modes d'énergie.
Il y a un très grand plan et une très grosse implication dans ce domaine sur la question de la transition. Alors c'était dit aussi, c'est le premier pays en termes d'énergie alternative. Pour donner un exemple, en 2017, 118 milliards de dollars ont été investis dans les énergies propres. 118 milliards, c'est un chiffre évidemment absolument colossal. Et en parallèle, il y a d'énormes travaux et d'énormes campagnes en direction de la population pour, par exemple, en termes de chauffage individuel, passer du charbon au gaz, ou pour passer la motorisation des véhicules au niveau électrique. Le transport, donc c'est le deuxième axe d'intervention. Je vais donner quelques éléments sur le routier, puis après je viendrai sur mon focus ferroviaire. Le transport, donc aujourd'hui 116 millions de véhicules en Chine, ce qui est déjà un chiffre impressionnant, mais à relativiser avec 1,4 milliard d'habitants. Il y a une très forte pression des autorités pour la transition de la motorisation à l'électrique, et notamment dans le transport collectif. Il y a des villes complètes, et quand on parle de villes en Chine, c'est des mégapoles, hein. Il y a des villes complètes qui passent à la motorisation électrique. Je ne rentre pas dans le débat de la motorisation électrique, j'ai mon avis personnel sur le sujet, mais bref, il est un fait que ça, de manière en tout cas directe, ça émet moins évidemment qu'une motorisation diesel ou essence. Après, il y a la question d'indirect, comment on produit l'énergie, enfin ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que donc 116 millions de véhicules, et évidemment, c'est potentiellement, ça pourrait monter très très haut en nombre de véhicules. Ce qui m'amène à mon focus ferroviaire, parce qu'en fait, on voit qu'il y a un énorme investissement dans le transport collectif, et notamment dans le transport ferroviaire. Et là, c'est intéressant de regarder comment nos économies se sont développées à nous par rapport au transport collectif et au transport ferroviaire, et comment la Chine essaye de prendre le sujet. Le développement industriel dans les économies libérales s'accompagne en général d'une transition du ferroviaire vers le routier. Parce que probablement le routier est plus réactif dans l'espèce d'anarchie économique qu'est la libre entreprise. Bon. Et qu'évidemment le mode organisé, centralisé ferroviaire s'adapte pas à cette anarchie économique. En France, le ferroviaire représentait 80% du trafic de marchandises en 1920, c'est-à-dire que quasiment tout passait par le ferroviaire. Il en représente aujourd'hui 10%, donc évidemment il y a une inversion complète de la situation, et l'écrasante, la quasi-totalité passe par la route. Quelques pays s'en tirent un tout petit peu mieux, mais on est dans des proportions qui restent extrêmement limitées. Par exemple, l'Allemagne est à 17% de ferroviaire, c'est mieux que les 10% de la France, mais on voit que ça reste quand même très minoritaire. Et donc on a ce phénomène dans presque tous les pays libéraux de transition du ferroviaire vers la route. La Chine, alors il y a quelques exceptions qui sont intéressantes à analyser, par exemple la Suisse. La Suisse reste avec 40% de ferroviaire dans son transport de marchandises, mais c'est aussi le résultat d'une politique publique extrêmement planifiée, extrêmement centralisée et extrêmement dirigiste sur la question. Il n'y a pas de... Là, il y a beaucoup moins d'anarchie économique en Suisse qu'ailleurs sur la question des transports. Dans le transport de voyageurs, c'est les mêmes proportions et c'est les mêmes phénomènes. On a à un moment donné énormément de transports par fer, et on passe petit à petit à la voiture individuelle dans nos économies à nous. La Chine, elle est dans une situation intermédiaire de développement. Elle vise 2049 comme étape d'aboutissement de la construction de ce qu'ils appellent la société de moyenne aisance, c'est-à-dire le plein développement du pays. Je ne détaille pas. Les parts modales de transport aujourd'hui sont de 50% pour les voyageurs en termes de ferroviaire et 70% pour les marchandises. Ce qui veut dire que si la Chine suit le modèle de développement libéral occidental, disons, tout passe à la route. Et on se retrouverait donc avec une situation où aujourd'hui on a 83 véhicules pour 1000 habitants en Chine. Si on fait la comparaison avec l'Union européenne, on a 569 véhicules par millier d'habitants, ce qui veut dire que potentiellement on passe de 100 millions à 800 millions de véhicules en Chine. Et donc on multiplie par 8 les émissions du transport. C'est évidemment totalement
là aussi inenvisageable pour des questions de pollution, pour des questions également de densité de l'espace urbain. Il y aurait une saturation complète des infrastructures, bref. Donc la Chine a un énorme plan de développement du transport ferroviaire, alors du transport collectif comme je l'ai dit, mais en particulier du transport ferroviaire. Un plan qu'elle a dans un premier temps appelé 4 horizontales, 4 transversales, et qui aujourd'hui est 8 horizontales, 8 transversales. Multiplier les lignes, on a bien compris. Le principe étant de relier absolument toutes les villes principales des provinces par le ferroviaire. En même temps, il n'y a pas que la question du réseau, il y a aussi la question de la qualité du transport, et il y a un plan de développement de la grande vitesse qui est extrêmement important. Et enfin, il y a une logique de maillage du territoire, ce qu'on peut appeler le maillage fin chez nous, c'est-à-dire que la grande vitesse fait les axes principaux, et ensuite il y a un maillage ferroviaire qui va au cœur des territoires. Le résultat de cette politique-là, il est absolument... Ouais, ça m'a fait briller les yeux quand j'ai regardé les chiffres. Il y avait 0 km de ligne à grande vitesse en 2006. 2006, c'est pas loin. Aujourd'hui, il y a 29 000 km de LGV en Chine. C'est-à-dire qu'en 11 ans, on a construit 29 000 km de ligne. C'est 14 fois plus que le réseau français. L'objectif des Chinois en 2030, c'est 45 000 km de ligne à grande vitesse. On a aussi le réseau classique qui a été multiplié par 2 en 20 ans et qui représente aujourd'hui 130 000 km de voies ferrées. Il faut mesurer là aussi que c'est pas l'idéal, puisque le nombre de kilomètres de voies ferrées rapportés à la population, on est encore en dessous des standards européens. Mais on a des objectifs et une capacité à mettre en œuvre ces objectifs qui est, moi je trouve, extrêmement marquante et impressionnante. Et quand on voit en parallèle la situation, par exemple, de la France avec les accords de Paris, où on prend des engagements et qu'en fait la seule chose qu'on est capable de faire, c'est constater chaque année qu'on ne les tient pas, c'est assez impressionnant. Dans le domaine de l'outil et des outils qui ont été construits pour arriver à ce développement, en 98, le train le plus rapide en Chine, il faisait 200 km/h, et c'était un train pendulaire importé de Suède. Donc il y avait 0 production locale, il y avait 0 presque compétence locale, et on roulait à 200 km/h. Aujourd'hui, les TGV ils roulent à 350 km/h en Chine, un peu plus que la vitesse commerciale en France, puisque nous on est à 320. Et la conception des TGV, elle est à 97% chinoise en termes de brevets et donc de technologie, et à 100% en termes de production, qui produisent tout, là aussi en l'espace de 20 ans. On n'avait aucune compétence, on maîtrise tout. Et la grande vitesse, c'est pas une technologie facile à maîtriser. Le prix reste très abordable, puisque par exemple, pour faire les comparatifs, un Paris-Lyon, ça coûterait 38 € si on appliquait les tarifs chinois. C'est à peu près le quadruple. Non, c'est le triple. C'est le triple en France. Pour terminer sur ces éléments, 2 compagnies publiques qui sont les ressorts principaux de ce développement-là et de la construction de ces objectifs-là. Il y a China Railways. Alors il y a un nom plus compliqué, mais voilà, China Railways. Pour l'exploitation, donc pour donner un ordre d'idée aussi, parce que ça fait rigoler, c'est 3 millions de salariés. 3 millions de cheminots, moi ça me fait rêver. 19 milliards de voyageurs l'année dernière. En France, on fait à peu près 1,7 milliard de voyageurs, c'est-à-dire qu'ils font 12 fois plus. Là aussi, rapporté à la population, etc., ils sont à un peu plus de la moitié de nous, mais ce qui veut dire que d'ici une dizaine d'années, ils nous ont dépassés. Et puis à côté de ça, il y a une deuxième entreprise dont on a un peu entendu parler dans l'actualité parce qu'elle s'est implantée en Europe à la grande terreur de nos élus politiques, c'est CRRC, c'est le constructeur, CRRC. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire en acronyme parce que voilà,
l'anglais est compliqué là, mais bon, peu importe. C'est le constructeur qui lui a 180 000 salariés, qui produit 200 TGV par an, là où Alstom et Siemens en construisent péniblement une trentaine, et puis qui est sur tout un tas d'innovations technologiques. Par exemple, il travaille sur du maglev, c'est les trains à sustentation magnétique à 600 km/h, donc il y a un projet de ligne. Bon, objectivement, c'est intéressant de le développer pour les technologies. Du point de vue de l'exploitation, c'est un gouffre, donc à mon avis, on en fout partout. Mais par contre, il y a d'autres choses extrêmement intéressantes que nous, par exemple, syndicalement, on a apporté. C'était les trains à grande vitesse marchandises. Aujourd'hui, CRRC travaille sur un train de marchandises qui roule à 250 km/h, quand en France, la vitesse maximum d'un marchandise, c'est 140 voire 160 km/h. Donc, évidemment, avec la logistique moderne, c'est quelque chose qui est un vrai handicap. Et quand nous, on disait qu'il y a une perspective, si on construisait un TGV du fret, en l'occurrence, eux, ils sont en train de le faire. Donc, je qualifierais la politique chinoise en matière de transport d'une certaine manière, un peu hybride, c'est-à-dire, c'est pas vraiment une politique de demande. Ah oui. C'est pas vraiment une politique libérale basée sur la demande, c'est pas vraiment une politique complètement planifiée basée sur l'offre, c'est une espèce de mix des deux. Et ça, c'est intéressant. Ils avaient déjà, d'ailleurs, eu l'occasion de le développer dans une rencontre internationaliste où on avait eu une délégation chinoise où ils expliquaient cette logique-là intermédiaire. Cette pratique un peu mixte, elle trouve un prolongement international dans le lancement des nouvelles routes de la soie en 2013, comme ça a été évoqué. C'est entre autres, alors moi je vais aussi me focaliser là-dessus, mais c'est entre autres un projet d'infrastructure qui vise plusieurs objectifs et des objectifs qui peuvent avoir un impact économique, mais pas qu'un impact économique. Le premier objectif des routes de la soie, c'est un objectif intérieur, c'est-à-dire que le commerce de la Chine s'étant développé sur l'aspect exportation maritime, c'est les villes des côtes Est qui se sont développées. Avec les routes de la soie qui se dirigent vers la Russie, l'Europe, le Maghreb, en intérieur, évidemment, ce qui est visé, c'est le développement des villes de l'ouest du pays, de manière à atteindre cet objectif qui est toujours en fait la ligne de conduite, hein, c'est la société de moyenne aisance, mais pas la société de moyenne aisance avec d'un côté des très très riches et de l'autre côté des zones complètement encore pas développées. Vraiment, c'est cette logique de route de la soie, c'est aussi ça. Ça permet d'organiser, de développer l'ouest du pays. Le deuxième élément, c'est que ça permet un développement économique régional qui vise à assurer une certaine stabilité, parce que c'est quand même une zone où il y a des pays qui sont en guerre, où il y a des pays... Bon, voilà, donc recherche de stabilité, et puis évidemment trouver des débouchés pour l'industrie chinoise, des débouchés commerciaux. Et le troisième élément qui a un impact géostratégique, c'est s'affranchir de la tutelle ou de la menace américaine, qui s'appuie beaucoup sur la domination maritime avec ses relais alliés dans la région, que sont le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l'Australie, et qui, du coup, font peser un certain nombre de risques sur les Chinois, et puis donnent aux États-Unis une capacité d'intervention dans les politiques nationales asiatiques qui est important. S'affranchir de cette tutelle, ça concerne d'abord les importations énergétiques, puisque la Chine importe de l'énergie via le maritime, et donc si demain il y avait, par exemple, comme avec Cuba, la décision d'un embargo américain, ce serait extrêmement difficile d'avoir ces importations énergétiques. Autre élément extrêmement intéressant, c'est le développement, la volonté de développer le réseau Internet alternatif. Je ne sais plus qui en parlait du fait qu'ils avaient un intranet spécifique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément... Enfin, ils essayent de développer des choses alternatives, et dans les routes de la soie, il y a aussi les réseaux de télécommunications. Donc se relier à d'autres pays sans forcément être connecté aux Américains. Et puis, dans le développement des routes de la soie, il y a aussi des développements, ça implique évidemment des mobilisations monétaires. Pour construire des infrastructures, il faut des prêts, il faut des choses comme ça. Tous ces prêts sont travaillés par la Chine et par les pays, les 120 ou 113, je ne sais plus, pays qui sont partenaires des routes de la soie. Il faut savoir qu'il n'y a pas un sou qui vient de la Banque mondiale ou du FMI.
Donc c'est une construction de financement de projets de développement complètement indépendant des institutions de Bretton Woods. Et ça, géopolitiquement parlant, c'est important aussi, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus les critères de convergence, enfin pas de convergence, voilà, enfin, il n'y a plus les conditions que fixent en général ces institutions pour le développement libéral de l'économie, donc c'est extrêmement important. Est-ce que c'est une nouvelle forme d'impérialisme? Parce que c'est une question qu'on peut se poser, c'est une question qui est légitime. Les Chinois mettent effectivement en avant la logique du gagnant-gagnant, mais il n'y a pas que qu'ils le mettent en avant, et la question c'est qu'évidemment tout le monde dit tout le temps que quand on va intervenir dans un pays autre, c'est du gagnant-gagnant, y compris la France a pu dire par exemple que la colonisation c'était la construction des routes, etc. Bon, voilà. Donc c'est pas en soi le terme qui fait que ce qu'on mesure, et par exemple ce qui est un rapport sénatorial, et on ne peut pas taxer un rapport sénatorial français d'être particulièrement pro-chinois, il y a un rapport sénatorial qui est sorti sur les routes de la soie et qui dit en fait on a un problème parce que ces routes de la soie sont très attractives pour les pays en voie de développement. Pour quelle raison? Parce qu'en fait il y a deux modèles de développement qui sont proposés aujourd'hui. Le modèle occidental, il propose la création de grands espaces abstraits de libre-échange par le biais de traités de libre-échange. Ensuite, il laisse le marché développer les échanges commerciaux à l'intérieur de ces traités de libre-échange. Donc on ne sait pas vraiment si les échanges vont vraiment se développer, on ne sait pas sur quel sujet ça va se développer, est-ce que c'est vraiment sur les priorités du pays ou est-ce que ça va être sur d'autres priorités. Et puis surtout, ces échanges-là, ils sont soumis à ce que les entreprises qui développent ce commerce, évidemment, leur objectif, c'est la rentabilité immédiate, donc ce qui va être développé, c'est ce qui est immédiatement rentable. Et donc ça c'est ce que développe le rapport sénatorial, hein. C'est pas moi qui l'ai théorisé, je suis pas capable d'avoir comme ça cette vision d'ensemble. Le deuxième modèle, c'est le modèle chinois qui propose lui la construction d'infrastructures qui elles aussi visent le développement du commerce, mais qui représentent un résultat tangible et immédiat. On n'attend pas que des entreprises hypothétiquement développent des choses, on a déjà quelque chose. Et y compris, ça veut dire que les pays qui accueillent ces infrastructures peuvent ensuite s'en servir eux-mêmes dans le cadre de leur politique économique, et pourquoi pas avec des entreprises publiques ou avec des choses comme ça. Donc il y a un résultat tangible immédiat, et ça veut dire aussi que autant quand vous signez un traité de libre-échange, par exemple, vous pouvez avoir une entreprise d'importation de viande, je donne cet exemple au hasard, qui décide d'importer, parce qu'on a passé un traité de libre-échange avec les États-Unis ou le Canada, qui décide d'importer de la viande perfusée aux antibiotiques là, et à toutes les saloperies qui foutent dedans. Ben ça fait pas partie de votre politique, mais malheureusement, vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc, d'une certaine manière, en tant que pays accueillant, vous êtes victime de l'accord. Avec l'infrastructure, c'est quand même difficile d'être victime, parce que vous êtes obligatoirement partie prenante. C'est vous qui fixez les tracés, c'est vous qui négociez l'aspect concret de l'infrastructure. Et donc il y a vraiment une logique différente dans la relation internationale. Alors ça fait pas tout, mais en tout cas, moi ça fait partie des éléments concrets de différence que j'ai pu trouver sur ce sujet-là. Quel résultat de ces routes de la soie sur quel résultat concret? Alors par exemple sur l'espace-temps, une boucle logistique France-Chine en 2000, c'est une boucle logistique, c'est un aller-retour, en 2000 c'était 3 mois pour faire un aller-retour. En 2012 c'est 2 mois par mer, 1 mois et demi par fer, en 2016 c'est 1 mois par fer. C'est-à-dire qu'en l'espace de, là aussi, on va dire une quinzaine d'années, on a divisé par 3 le temps de transport entre les différentes zones. Et c'est pas fini, puisqu'il y a encore un certain nombre de barrières techniques. Dans le mode ferroviaire, par exemple, vous avez l'écartement des rails qui n'est pas le même d'un pays à l'autre, vous avez le niveau de tension électrique, vous avez plein de trucs qui sont encore des barrières objectives, qui vont être levées, donc le temps va se raccourcir sur les capacités de liaison. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un énorme développement des trains réalisés. Il y a eu 700 trains de réalisés entre la Chine et l'Europe en 2015, 1700 en 2016, 3600 en 2017, 6300 en 2018. Alors, ça représente toujours qu'une toute petite partie des échanges. C'est moins de 5% des 12 millions de conteneurs par an qui sont expédiés vers l'Europe de la Chine. Mais, là aussi, dans la logique, comment va-t-on pouvoir développer
ces échanges-là, ben, l'une des difficultés du transport et de la logistique, c'est que le train, vous l'expédiez de Chine, il est plein, il vient en Europe, il est vidé, et il repart à vide. Donc, il est finalement très peu rentable, parce que il est plein que sur la moitié de son trajet. Et donc, l'une des questions que se posent les Chinois, et comme d'ailleurs les Européens, c'est comment on fait en sorte que le train il vienne à plein et il reparte à plein. C'est-à-dire comment on va développer un système commercial dans lequel finalement, là encore, on sera à égalité d'aller-retour de manière à ce qu'on atteigne l'efficacité maximum Au final, qu'est-ce que je peux dire sur le petit exposé que je viens de faire et sur les éléments que j'ai pu lire sur la Chine, c'est qu'en fait, en matière de transition écologique, la planification est extrêmement efficace, et je le mets en parallèle avec ce qu'on peut vivre en France. Nous, on a en ce moment la bataille du Perpignan-Rungis, du tram primaire Perpignan-Rungis. Qu'est-ce qu'on voit sur le Perpignan-Rungis? C'est que l'État a tellement libéralisé le transport ferroviaire que même la SNCF, qui est son entreprise, ne répond plus à ses commandes politiques. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'outils de la commande politique, et donc ce qui veut dire que l'État est impuissant face au marché qui abandonne en fait le mode le moins polluant, parce que c'est pas le plus rentable, donc c'est pas ce qui l'intéresse. Et donc on a organisé par le libéralisme l'impuissance politique. Ce qu'on voit en Chine, et c'est pas nouveau, et c'est dit parfois sous forme de critique, mais en vérité c'est quand même difficile à critiquer, c'est que la décision politique a de l'effet concret par le biais de la planification, par le biais des outils qu'on met à disposition, parce que les compagnies privées, les compagnies publiques d'État se mettent dans tous les acteurs, en fait, tous les acteurs qui peuvent peser sur la transition écologique sont dans la ligne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de privé et de libre commerce là-dedans, parce qu'il y a une part de libre commerce, mais il n'empêche que les grands traits économiques et les grands axes économiques sont déterminés par la puissance politique, et que ça a un effet rapide, immédiat et efficace. Merci Laurent. Vous l'avez dit, ça fait une après-midi chargée de plein de choses. Donc la parole est dans la salle. D'abord, un petit élément que j'ai oublié de donner, parce que quand je dis que le développement chinois se base sur une volonté politique qui s'applique, ce qu'on va avoir comme imagerie en France, c'est la dictature, hein, avec l'État qui décide et tout le monde se plie. En Chine, il y a une vraie mobilisation populaire autour de la question de l'environnement. Et par exemple... Dans le micro. Pardon. Et par exemple, il y a un très grand nombre de protestations collectives sur les questions de la pollution. En 2005, il y a eu 50 000 manifestations en Chine sur les questions d'environnement. Alors pareil, hein, on va nous présenter ça comme, vous voyez, c'est pas le paradis sur Terre parce qu'il y a des gens qui manifestent, mais la question n'est pas de dire qu'il existe un système dans lequel il n'y a aucune tension. Enfin, aucun système ne peut imaginer qu'il n'y ait aucune tension, sauf à décérébrer tous les habitants d'un pays, les lobotomiser pour qu'ils ne bougent plus. Donc la question, c'est plutôt comment on gère les tensions. Et il s'avère que sur la question environnementale, par exemple, il y a des effets. En 2011, il y a une usine de panneaux solaires qui est fermée suite à une manifestation de riverains. Alors c'est des dizaines de milliers de riverains à Hongxiao, alors je ne suis pas sûr de la prononciation, mais des situations comme ça, il y en a beaucoup en Chine, où des industries sont jugées polluantes, où une situation quelconque est jugée mauvaise pour l'environnement, mobilisation, manifestation, évidemment dans un certain cadre, mais mobilisation, manifestation, décision politique. En France, les bouts rouges des Bouches-du-Rhône, les choses comme ça, il faut attendre des procès et des procès et des procès pour qu'éventuellement, à un moment donné, il y ait quelque chose qui soit fait. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors là, je sors de la question de la Chine, mais oui, la pollution, il y a une inégalité importante entre pays.
Il y a un truc qui me plaît beaucoup dans les positions du Parti communiste en ce moment, c'est aussi qu'on remet des notions de classe. Et quand j'entends mon parti dire arrêtez de nous bassiner, nous, les pauvres, avec la question de la pollution, parce qu'aujourd'hui, un riche en France, il pollue 40 fois plus qu'un pauvre, bah oui, aujourd'hui, les responsables de la pollution, en France, c'est les riches. Et donc la question de la diminution de la pollution, un peu de partout, c'est la diminution des inégalités, enfin, de tout ce qu'on peut... Voilà, et effectivement, il y en a probablement qui doivent décroître. Mais pas tous. Bon, et il y en a qui doivent croître, au contraire, justement, pour améliorer le niveau de vie. Moi, je me rappelle d'un débat qu'on avait fait à la section Moulin dans les années 2000, où la camarade nationale du parti qui était responsable des énergies qui était venue disait mais la consommation d'énergie c'est aussi l'accès à un certain confort. Si par exemple, alors en l'occurrence les femmes, puisque c'était leur rôle à l'époque, ne passent plus des heures et des heures au lavoir du coin à se bousiller la santé et à s'abrutir sur le linge, c'est aussi parce qu'il y a des machines à laver et qu'en plus maintenant du coup et en plus, voilà, alors, voilà, les mecs ils pouvaient aller aussi au lavoir, mais enfin, en l'occurrence, ce qui permet la réduction des tâches domestiques, c'est aussi une forme de libération de l'individu. Et donc, avoir un frigo, avoir un lave-linge, des trucs comme ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas interdire à la population mondiale, parce que c'est des éléments qui paraissent nécessaires pour la vie quotidienne. Voilà, sur les différentes questions qui sont posées. Alors moi je traduis ça comme ça, hein, il y a eu une intervention, est-ce que tout est rose en Chine, ou tout est rouge en Chine? Non, il y a des difficultés, c'est pas un paradis sur Terre. Quand je parle du développement ferroviaire, par exemple, ça ne se fait pas que dans la joie et le bonheur. En 2013, il y a eu un accident ferroviaire de TGV qui a fait 20 morts. Ça a occasionné la diminution de la vitesse des TGV de 350 à 300 de manière temporaire, le temps qu'ils regardent un peu leur système, comment c'était conçu, qu'ils appliquent les correctifs, c'est-à-dire qu'ils font d'une certaine manière un peu comme nous. C'est-à-dire que face aux difficultés, face aux contradictions, il y a des problèmes, on regarde, on analyse, on affronte et on essaye de dépasser. Donc c'est pas un paradis, c'est un pays qui essaye de s'en sortir, quoi. Voilà, et de sortir la population de la misère. Moi je trouve que cette logique d'objectif de société de moyenne aisance, ça dit tout. C'est-à-dire que d'un côté on ne vend pas un paradis sur Terre, on ne parle pas d'opulence pour tout le monde, on parle de moyenne aisance pour tout le monde. C'est-à-dire d'une norme juste, c'est même pas minimale, mais une norme juste qui s'applique à toute la population. Je trouve que c'est un objectif intéressant. Sur la question du libre-échange, il y a quelques mariages en ce moment, c'est bien. Sur la question du libre-échange, est-ce qu'il faut continuer comme ça? Parce que c'est effectivement l'une des questions qui peut être posée, c'est est-ce que la Chine doit être l'atelier du monde? Et du coup, en termes d'exportation, de transport, etc., est-ce que forcément, bon, évidemment que non. Mais aujourd'hui, le système tel qu'il fonctionne, c'est comme ça. Demain, la question qu'on peut poser, c'est pourquoi pas appliquer leurs règles à eux. Ce qui nous fusille, c'est la question de la libre entreprise. J'en parlais tout à l'heure, l'anarchie économique de la libre entreprise. La Chine a construit son développement sur quoi? L'interdiction de la libre installation. Vous ne vous installez pas comme vous voulez en Chine. Si vous voulez faire de la production en Chine, il faut vous lier avec une entreprise chinoise, il faut faire du transfert de technologie, il faut apporter des moyens matériels, etc. Et ils ont construit une partie de leur développement comme ça. Mais ces règles-là, pourquoi est-ce que ça ne s'appliquerait pas partout? De dire, après tout, ce qu'on peut produire nous, on essaye de le produire nous, et on applique des limitations au libre commerce, à la libre entreprise, etc. C'est un peu toute la logique. Alors eux, ils exploitent d'une certaine manière les failles du système aussi, hein. Puisqu'on est dans un système de libre commerce et de libre entreprise, ben, on se développe comme ça. Bon. Mais leur développement n'est pas basé sur l'application chez eux de ces règles-là, mais sur l'exploitation de ces failles-là. Nous, posons-nous la question, je pense qu'on se la pose déjà depuis longtemps entre nous, la libre entreprise et le libre commerce, c'est une connerie. Voilà, ça conduit effectivement, alors en plus, l'administration de l'économie étant ce qu'elle est, ça conduit effectivement à aller faire produire dans des pays tiers
les biens et marchandises dont on a besoin, et puis les rapatrier ici pour les vendre sur le marché social. Il y a probablement des limites à appliquer. En tout état de cause, on ne peut pas reprocher aux Chinois d'utiliser le système que nous avons mis en place. Voilà, enfin, ce serait injuste. Est-ce que les États-Unis peuvent saboter les routes de la soie? Ben, c'est très compliqué parce que, à part le sabotage physique, la guerre, l'intervention directe, c'est justement la force de ce projet-là. C'est que l'attraction d'avoir des infrastructures, l'attraction de développer son économie, elle est telle que même les pays qui sont les plus proches, enfin en Asie, les pays qui seraient les plus proches des États-Unis, des pays qui ne sont pas forcément du tout politiquement alignés sur la Chine, etc., ben même ces pays-là, ils s'intègrent dans ce projet parce que finalement, il y a, encore une fois, il y a du concret à l'issue de l'accord et du projet. Et donc, contre le concret, c'est difficile d'y aller. Alors, les Américains peuvent dire, on va vous faire des prêts avec le FMI ou la Banque mondiale, mais avec les prêts, bon, qu'est-ce qu'on a au bout? Parce qu'il faut avoir les technologies, il faut avoir tout un tas de choses pour développer des infrastructures. Les Chinois, ils apportent ça. Alors, il n'y a pas que du positif dans ce qu'ils apportent, parce que, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi beaucoup l'utilisation de la main-d'œuvre chinoise, donc pas forcément les fameux transferts de technologie dont ils ont bénéficié eux. Il y a la question des prêts, puisque tout ça est financé par des prêts consentis par la Chine au pays, donc bon, il y a quand même un lien, mais en même temps, là encore, c'est exactement ce qui est fait par le modèle occidental. Sauf que dans le modèle occidental, il n'y a pas de résultat concret. Donc, probablement que ce n'est pas effectivement le paradis sur Terre que nous montrent les Chinois, mais en même temps, encore une fois, dans le panel de la réalité des forces et de ce que porte chaque pays au niveau international, ben, c'est franchement pas le pire non plus, quoi. Voilà. Et la capacité d'intervention des États-Unis là-dessus, elle est quand même très réduite. Or effectivement, intervention militaire directe, mais intervention militaire avec un pays d'1,3 milliard, 1,4 milliard qui a une armée qui fait 100 millions d'hommes, c'est peut-être pas tout à fait l'intervention en Afghanistan ou ailleurs. Voilà, il y a aussi des réalités objectives qui sont un peu compliquées. Donc moi j'aurais tendance à dire que les États-Unis, malheureusement, pour eux, ils vont être obligés d'être spectateurs du sujet. Peut-être que ça encouragera aussi les forces sociales aux États-Unis à reposer la question du modèle de développement de ce pays-là. Quelle population mondiale? Alors la population mondiale, j'en sais rien, en tout cas la population de la Chine, d'après les projections qui sont faites par la Chine elle-même, l'objectif c'est de rester autour d'1,3 milliard, 1,4 milliard. Et tout en gérant à la fois les chocs démographiques, parce que la politique de l'enfant unique amène le vieillissement potentiel de la population, etc. Donc il faut gérer ça, mais l'objectif, ce n'est pas de gérer ça par la relance tout craint de la politique nataliste. C'est vraiment de rester autour d'une population stable, quoi, dans tous ces éléments. Donc ça aussi, ça peut être une réflexion pour nous, parce que en France, par exemple, il y a beaucoup de forces, notamment de forces de droite, qui expliquent que la natalité, c'est une force économique, et donc il faut absolument qu'il y ait plus de Français, qu'on soit plus nombreux, etc. Bon. Probablement qu'on peut se dire que autant réduire n'est pas nécessairement un objectif, autant développer tout craint, c'est pas non plus forcément, il n'y a pas de raison que ce soit un objectif non plus. Sur l'énergie, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, donc je n'ai pas creusé la partie énergétique. Ce qu'on sait de la Chine, c'est ce qu'on peut en lire dans ce domaine-là. Premier pays des énergies renouvelables, dont notamment des réalisations. Alors il y a les petites réalisations du quotidien, puis il y a les réalisations énormes comme le barrage des Trois Gorges ou des choses comme ça, qui essayent de répondre aux défis énergétiques. Quand je disais tout à l'heure qu'il va falloir multiplier les revenus par habitant de 4 ou 6 si on veut atteindre les standards occidentaux, ça veut dire multiplier l'économie par 4 ou 6, enfin en tout cas au moins dans sa partie satisfaction des besoins nationaux. Évidemment que ça consomme de l'énergie, donc il faut tout le temps. Enfin, je pense qu'on maîtrise, on ne se rend pas compte du défi que représente le développement d'un pays pareil. Je m'étais lancé dans un comparatif avec l'Inde, mais c'est très compliqué. Le développement économique de l'Inde n'est pas du tout le même, il est beaucoup plus lent.
Ça ne se retrouve pas forcément sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre, parce que l'Inde en produit beaucoup aussi. Bon voilà, je ne vais pas faire plus de comparaison que ça, parce que j'ai pas bossé au bout sur ce sujet-là. Mais le modèle de développement et les éléments qu'affronte la Chine sont des éléments qu'on a du mal à maîtriser. C'est par contre un pays qui cultive aussi l'innovation et la capacité à innover. C'est le deuxième pays derrière les États-Unis en termes de publication de brevets scientifiques. Donc c'est devenu une puissance d'innovation qui est... ils sont passés pour mieux peut-être, alors bon, voilà, ça va très vite. Mes chiffres étaient, oui, ça devait être 2005-2006. Bon, mais ce qui veut dire que là aussi ça s'est fait en une poignée d'années. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la Chine n'existait pas en termes de production scientifique. Donc ce qui s'est fait en une poignée d'années a de l'impact dans tous les domaines, ça a de l'impact dans la recherche industrielle, ça a de l'impact aussi dans la recherche des technologies environnementales. Et quand je parlais du train de fret grande vitesse, c'est vraiment une volonté de répondre. La vitesse dans la logistique aujourd'hui, c'est extrêmement important, même en interne d'un pays. Si vous voulez aujourd'hui en France transmettre une marchandise de manière rapide je sais pas moi, d'Occitanie jusqu'à Paris, c'est l'avion. Demain, si vous inventez un train de fret qui concurrence l'avion, en termes environnementaux, je vous garantis que vous êtes vachement plus efficace qu'aujourd'hui. Bon voilà. Et après sur l'énergie, il faudrait inviter des camarades de l'énergie qui doivent mieux maîtriser. Mais juste un petit élément sur l'énergie en Chine, parce qu'effectivement, tu as donné un chiffre, tu as dit combien 110 milliards dans les ENR par an sur l'année, je sais pas quelle année. L'Allemagne a investi 250 milliards sur les... en 2018. L'Allemagne a investi 250 milliards dans les ENR électriques en 10 ans. C'est le plus gros développement de ENR électrique en Europe. Et pourtant, 50% d'électricité allemande reste fossile. Et donc un Allemand émet 2 fois plus de carbone qu'un Français. Et je pense que c'est un sujet où moi j'aimerais bien avoir le point de vue des Chinois, justement parce que dans leur approche planifiée et très... avec une capacité à agir vite et à réagir vite aux résultats qui sont constatés, moi je pense qu'aujourd'hui ils doivent être en train de réfléchir parce qu'effectivement c'est la première puissance mondiale des ENR électriques et pourtant sur les 2 dernières années leurs émissions de gaz à effet de serre ont augmenté alors que en 2016-2017 pour la première fois c'était justement un modèle de développement qui avait commencé à découpler développement et consommation énergétique. Et ça n'a duré que 2 ans, enfin non, pas consommation énergétique, émission de gaz à effet de serre. Et ça s'est infléchi 2 ans, mais ça n'a pas duré. Et moi je pense que c'est un sujet qui est un vrai débat, et je pense que de plus en plus apparaît le fait que les ENR électriques sont une impasse. Elles sont une impasse environnementale. Au passage, je vous signale, ce que vous ne savez pas forcément, que les éoliennes sont les plus gros consommateurs de béton et de métaux pour une même puissance, hein, par kilowatt installé, et que tu donnais l'exemple, non, c'est Guillaume, non, qui c'est qui donnait l'exemple, j'habite à côté d'une centrale, mais je voudrais pas avoir, non, c'est Bernard, je voudrais pas avoir 1000 éoliennes à la place de la centrale, voilà. Et un autre petit élément par rapport à la question de Serge sur la situation de la Chine, il ne faut pas oublier que les communistes chinois qui étaient venus aux rencontres internationalistes les 2 dernières éditions nous avaient montré plein de choses, dont une par exemple, c'est que le salaire ouvrier augmente en Chine chaque année plus vite que le PIB. Et donc que la Chine, qui il y a 10 ans, avait effectivement, il y a 15 ans, le développement reposait sur des salaires ouvriers très bas, sur des paysans qui venaient à la ville pour travailler dans des conditions, au début, qui étaient vraiment sans syndicat, avec des gens logés au-dessus de l'atelier, etc. Et qui avaient des salaires qui étaient 10 fois plus bas que le salaire des pays les moins développés de l'Europe. Et bien aujourd'hui, le salaire ouvrier chinois, il a dépassé le salaire ouvrier de la Roumanie et il est au niveau du Portugal. Et s'il continue à ce rythme, dans 10 ans, et s'il ne se passe rien en France, il aura dépassé le salaire ouvrier français. Et donc, à un moment donné, c'est quand même un drôle de capitalisme qui augmente sans cesse les revenus des ouvriers. C'est quand même une caractéristique qu'il faut prendre en compte.
Et puis la dernière petite remarque pour le copain, tu as tout à fait raison, on peut très bien utiliser la vapeur d'eau émise par une centrale nucléaire pour un réseau de chaleur humain. D'ailleurs, il y a même eu des études pour raccorder les réseaux de chaleur de Lyon, parce qu'il n'y a pas que Vénissieux qui a un réseau de chaleur à Lyon quand même, hein, pour raccorder les réseaux de chaleur de Lyon à la centrale du budget. Et même des gens sérieux qui l'évoquaient même dans l'espace public, évidemment ce qui faisait hurler les écolos. Ça a un petit défaut, c'est que ça oblige à baisser le rendement de la centrale nucléaire d'un point de vue électrique. Donc c'était pas forcément un truc auquel EDF pensait naturellement, mais potentiellement ça pourrait être tout à fait réfléchi. Hein. Même si quand même c'est une infrastructure, ça fait quand même des kilomètres. Hein. Ouais, petite remarque anecdotique. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être Frédéric voulait... Camarade Moutassine ?